Bienvenue à ce nouveau rendez-vous lecture. Ça faisait quelques jours que je cherchais pour vous une histoire de pirate, lorsque tout à l'heure, je tombe sur un récit de Pierre Bellemare qui parle d'un sujet que je trouve bien plus intéressant encore, un vaisseau fantôme. Je vous laisse découvrir ce mystère. Bonne écoute, bonne aventure, larguons les amarres et on se retrouve juste après. La mairie céleste. Le 13 décembre 1872, le trois-mâts anglais Dei Gracia, en provenance de New York, fait escale à Gibraltar. À peine a-t-on jeté la passerelle que le capitaine du navire, David Moore, se précipite à terre et fait irruption dans le bureau du commandant du port. « Commandant, je vous demande d'enregistrer ma déclaration. » La cinquantaine, barbu, carré, le capitaine Moore est tout le portrait du vieux loup de mer. On devine qu'au cours de sa carrière, il a dû en voir pas mal et qu'il n'est pas précisément du genre impressionnable. Pourtant, il semble agité, nerveux, et on dirait même qu'il a peur. « Commandant, je sais, c'est incroyable, mais je vous demande de me croire. Je rapporte avec moi un vaisseau fantôme. » En face de lui, le commandant du port, en bon fonctionnaire britannique, ne perd pas son flegme. « Eh bien, j'écoute votre déclaration, capitaine. » David Moore s'éponge le front. « Voilà, c'était il y a 9 jours, le 4 décembre. Ce matin-là, car c'était le matin vers 10 heures, la vigie signale un navire droit devant. Je venais juste de faire le point. Nous étions par 37 degrés de latitude nord et 18 degrés de longitude ouest. J'ai pris mes jumelles et j'ai vu un brick américain de 300 tonneaux environ. J'ai tout de suite remarqué qu'il y avait quelque chose d'anormal dans son allure. Il naviguait d'une manière, oscillante, comme si l'homme de bar était ivre ou malade. J'ai fait mettre le cap sur lui. En approchant, nous avons eu du mal à en croire nos yeux. À la barre, il n'y avait personne, pas plus que sur le pont ou dans les mâts. Pas d'équipage, nulle part. Rien, pourtant, ce n'était pas une épave. Le bateau flottait parfaitement, la coque était intacte, la voilure aussi. À l'arrière, on lisait parfaitement son nom, Mairie Céleste. Nous sommes arrivés tout près. J'ai fait mettre un canot à la mer et je suis monté à bord avec 2 hommes. Nous avons tout exploré. Le pont, le poste d'équipage. Nous avons fouillé les cabines, retourné les lits, exploré toutes les cales. Il y avait tout un chargement d'huile de baleine et d'alcool, du bourbon, mais pas une âme qui vive. Personne. Le commandant du port de Gibraltar hoche la tête. Alors, selon vous, le navire aurait été abandonné par son équipage. Le capitaine Moore s'agite encore un peu plus. « Attendez, je ne vous ai pas tout dit. D'abord, abandonné, je ne vois pas comment. Ou alors, c'est qu'un autre bateau l'aurait accosté. Car les canots de sauvetage étaient là, à leur place. Mais ce n'est pas cela le principal. » Ici, la voix du capitaine Moore s'est faite plus basse, plus sourde, comme s'il avait peur de ce qu'il allait dire. Quand nous sommes entrés dans le bateau, mes 2 hommes et moi, nous avons vu des choses incroyables. C'est dans la cuisine que nous avons fait la première découverte. Nous avons senti une odeur. Nous nous sommes approchés du fourneau. Il y avait un poulet encore tiède dans une casserole. Vous m'entendez ? Encore tiède ? Cela veut dire que ce bateau-là venait juste d'être abandonné, et depuis peu, un quart d'heure, pas plus. Et ce n'est pas tout. Dans le salon, il y avait 4 assiettes avec de la nourriture à moitié consommée et tiède. Dans la cambuse, il y avait un drap qui séchait. J'ai été le toucher, il était encore tout mouillé. On venait de l'étendre. D'ailleurs, on avait une impression étrange de présence dans le bateau. Tout était là, à sa place, tout était rangé, astiqué. Les lits de l'équipage étaient faits, et à côté des lits, il y avait des vêtements bien pliés et même des pipes.
Cette fois, le commandant du port fronce les sourcils, car pour qu'un marin abandonne sa pipe, il faut vraiment que ce soit grave. David Mouroys continue à s'agiter sur son siège. Ensuite, nous sommes entrés dans la cabine du capitaine. Là aussi, il y avait des choses curieuses. Des vêtements de femmes, des robes, des corsets, des chaussures, et puis des partitions de piano, des piles de partitions de piano. Sur le lit, qui était fait comme les autres, il y avait le journal de bord. Vous le verrez, il s'arrête au 24 novembre, 10 jours avant. La dernière mention est 36 degrés latitude nord, 27 degrés longitude ouest, beau temps. Alors, je suis remonté sur le Dei Gracia, j'ai laissé 4 hommes sur la Mairie Céleste et je l'ai ramenée jusqu'ici avec moi. Elle est sur le quai. Le commandant du port veut essayer d'y voir clair. Donc, d'après vous, capitaine, tout l'équipage aurait abandonné la Mairie Céleste environ un quart d'heure avant votre arrivée sans utiliser les canots de sauvetage. Oui. Quel temps faisait-il? Magnifique. Beau fixe. Impossible qu'il y ait une tempête. Je connais la mer. D'ailleurs, une tempête laisse des traces. Et la Mairie Céleste était absolument intacte. Et vous n'avez vu aucun indice de lutte. Moi aussi, j'ai pensé à une mutinerie. Mais non, justement, tout était en ordre, tout était absolument impeccable. Alors, c'est comme s'ils s'étaient jetés à l'eau tous en même temps au milieu de leur repas. Oui, c'est exactement cela. Commandant. David Mouroys s'éclaircit la gorge. Même si c'est un vaisseau fantôme, la Mairie Céleste était bien abandonnée, n'est-ce pas? Alors, j'aurai droit à la prime de sauvetage? Cela dépendra de l'enquête, capitaine. Et l'enquête commence le jour même. Le commandant se rend sur la Mairie Céleste qui l'attend bien sagement au bout du quai. Pendant des jours, avec les officiers de police, il passe tout au crible. Mouroys a dit vrai. La Mairie Céleste est dans un état absolument parfait, aucune trace d'avarie ni de combat. Ah, si, en cherchant bien, au bout de quelques jours, le commandant découvre dans la cabine de l'équipage quelques traces brunâtres. Ce pourrait être du sang. Et il trouve aussi, sur le bastingage à l'avant, quelques entailles qui pourraient avoir été faites par une hache. C'est sur ces deux indices, qui sont, on en conviendra, un peu faibles, que l'enquête conclut à une mutinerie. L'équipage a assassiné le capitaine et s'est échappé sur un autre navire qui passait par là. Les choses en sont là quand, quelques semaines plus tard, le propriétaire du navire, qui a été convoqué par le commandant du port, arrive à Gibraltar. Avec lui, il a la liste complète de l'équipage. On va enfin savoir le nom des disparus, de ces gens qui se sont brusquement volatilisés le 4 novembre 1873 en plein milieu de leur déjeuner. Et ce premier élément concret permettra enfin de sortir du mystère. C'est, du moins, ce qu'on croit. Devant le commandant du port et les officiers de police, le propriétaire exhibe ses documents. Le capitaine de la Mairie Céleste s'appelait Benjamin Briggs. Il avait embarqué avec sa femme, d'où les vêtements féminins retrouvés dans sa cabine. Quant aux membres de l'équipage, ils portent des noms de braves marins américains. On télégraphie donc à New York et à tous les consulats américains dans le monde pour les rechercher. Il ne reste plus qu'à attendre. Le propriétaire signale en outre un détail qui laisse tout le monde rêveur. La femme du capitaine Briggs avait une passion, le piano. Et ces documents sont formels, un piano a bien été embarqué à bord de la Mairie Céleste. Mais alors, où était-il passé quand le capitaine Mouroys s'est monté à bord le 4 décembre 1873? S'il restait bien des partitions dans la cabine du capitaine, il n'y avait pas de piano. Le mystère prend maintenant des allures extravagantes. Ces hommes qui ont disparu n'ont pas utilisé leur canot de sauvetage, ils ont tout laissé là, leur repas, leurs pipes, leurs vêtements, mais ils ont emporté le piano. Et le mystère s'épaissit encore un peu plus, quand la police de New York répond à celle de Gibraltar.
elle a retrouvé l'équipage de la Mairie Céleste au grand complet. Enfin, l'équipage n'est pas le mot juste. Disons plutôt les marins dont le nom figurait sur les papiers du propriétaire. Car en fait, aucun d'eux n'a jamais mis les pieds sur la Mairie Céleste. Avant le départ, ils avaient eu une discussion avec le capitaine Briggs. Ils voulaient qu'il augmente leur paie à cause de l'odeur désagréable de l'huile de baleine. Briggs s'était fâché et l'équipage pressenti avait purement et simplement donné sa démission. Mais dans ce cas, qui étaient les hommes qui formaient le véritable équipage de la Mairie Céleste et que sont-ils devenus? Cette fois, même les plus calmes commencent à s'énerver. D'autant qu'une expertise faite peu après révèle que les taches brunâtres dans la cabine ne sont pas du sang, mais de la rouille. La thèse de la mutinerie doit être abandonnée. Alors, que s'est-il passé? Où sont-ils passés? Qu'est-ce qui leur est arrivé à tous par ce beau jour de décembre 1873? Aucune explication ne tient. Tout est incompréhensible. L'enquête est close. On paie au capitaine Mouroz sa prime de sauvetage. Et la Mairie Céleste entre dans la légende. Chez les marins, qui sont des gens superstitieux, on ne prononce plus son nom qu'en tremblant. Les journalistes du monde entier se sont emparés du mystère de la Mairie Céleste. Les explications les plus fantastiques sont publiées un peu partout. Certains parlent de la disposition maléfique des astres le jour du 4 décembre, d'autres parlent d'un mystérieux monstre marin qui aurait été aperçu dans les parages. De grands écrivains comme H. G. Wells et Conan Doyle donnent leur explication personnelle. Mais malgré tous les efforts, le mystère reste entier, inviolé. Pendant plus de 50 ans, il n'y a aucun élément nouveau. Aucun membre de l'équipage n'est retrouvé. La Mairie Céleste est devenue synonyme de surnaturel, elle est devenue le vaisseau fantôme. C'est en 1926 que l'affaire de la Mairie Céleste rebondit d'une manière extraordinaire. 53 ans ont passé. Nous sommes dans un petit port du pays de Galles, avec ses maisons basses et ses pubs à matelots. Là, le soir, surtout en hiver ou les jours de tempête, on discute beaucoup, on se raconte des histoires de marins. Et parmi tous ces orateurs de taverne, il y en a un qui bat les autres. C'est John Pemberton, le vieux loup de mer. Il a les cheveux blancs un peu ébouriffés, le menton en galoche, toujours mal rasé, une jambe de bois et une soif intarissable. Un sacré farceur, Pemberton. Mais il faut dire qu'il sait raconter des histoires. Pour un verre de whisky ou une chope de bière, il vous raconte comment il a perdu sa jambe. Un soir, c'est dans un combat avec un pirate. Un autre soir, c'est un cachalot géant qui l'a lui emporté. Et puis, Pemberton a une manie. Chaque fois qu'on parle de la Mairie Céleste, il se met à hocher la tête en ricanant. « Moi, je sais. Moi, j'y étais sur la Mairie Céleste. » Mais bien sûr, dès qu'on lui demande de dire ce qu'il sait, il se tait. Il se tait jusqu'à un soir de 1926, où il rencontre dans le pub enfumé un jeune journaliste, Lawrence Keating. Keating, qu'il a entendu parler de la Mairie Céleste, lui demande sans grand espoir ce qu'il sait. Mais à sa surprise, Pemberton parle, et ce qu'il dit est loin d'être inintéressant. C'est même passionnant. « Vous êtes sympathique, jeune homme. Eh bien, je vais vous la dire, l'histoire de la Mairie Céleste. J'ai 73 ans. Ils sont tous morts maintenant. Et il faut que je parle à quelqu'un avant de mourir. » Pemberton lève son verre de whisky. « Ah, la Mairie Céleste, un sacré drôle de rafio. » Dans le pub, tout le monde a fait silence, et bien entendu, Lawrence Keating pose la question qui lui brûle les lèvres. « Alors, c'était un bateau fantôme, oui ou non ?»« Il n'y a pas de fantôme là-dedans, jeune homme.
Tout a été inventé par le capitaine Mouros. Que toute l'histoire soit un mensonge du capitaine Mouros, c'est effectivement la solution la plus simple. Elle pose pourtant un problème qui n'échappe pas à Keating. Alors, quand le capitaine est monté sur la Mairie Céleste, il y avait des gens à bord? Et comment, puisque j'y étais, moi? Dans le pub, la tension redouble. Lawrence Keating poursuit logiquement. Dans ces conditions, pourquoi Mouros a-t-il menti? Ah, ça, jeune homme, c'est toute une histoire. Et son verre à la main, le vieux Pemberton entame l'histoire de la Mairie Céleste. Tout commence en septembre 1872. Sur un quai de New York, la Mairie Céleste du capitaine Briggs et le Dei Gracia du capitaine Mouros sont amarrés côte à côte. Car les deux capitaines se connaissent bien et ils sont depuis longtemps amis. Ce que Mouros s'est toujours gardé de dire aux enquêteurs. Et le capitaine Briggs a en ce moment un gros problème. Il vient de se fâcher avec son équipage qui refuse de naviguer avec son chargement malodorant d'huile de baleine. Il vient se lamenter auprès de son ami Mouros. « Il me faut des gars. La Mairie Céleste doit partir après-demain. Tu pourrais pas m'en prêter sur ton équipage ?» En bon ami qu'il est, le capitaine Mouros accepte de lui prêter 4 membres de son équipage, dont le cuisinier Pemberton. Mais ce n'est pas suffisant. En se promenant sur les quais, le capitaine Briggs rencontre un marin plus ou moins louche, une espèce de colosse autoritaire et brutal qui s'appelle Jackson Hullock. Ils discutent autour d'un verre et Hullock accepte de devenir le second de la Mairie Céleste. « Pour l'équipage, faites-moi confiance, capitaine. Demain, vous aurez vos hommes. » Hullock a recours à un procédé assez peu recommandable, mais qui se pratiquait encore couramment à l'époque. Il va voir une de ses relations, un tenancier de tripot que fréquentent les pires repris de justice, et il lui demande d'en amener une 15aine à bord de la Mairie Céleste après les avoir enivrés et drogués. Le lendemain, donc, la Mairie Céleste appareille avec, dans ses cales, une 15aine d'individus aussi peu reluisants que possible, qui ronflent tant qu'ils peuvent. Entre-temps, le capitaine a fait embarquer sa femme, et avec elle, son piano, car Madame Briggs adore jouer du piano. On devine que le réveil de l'équipage, malgré lui, est plutôt maussade et mouvementé. Mais le second, Hullock, a parfaitement l'habitude de ce genre de situation. Il en assomme 2 ou 3, et les autres se tiennent tranquilles. Tout va bien pendant plusieurs jours. Exactement jusqu'à ce jour du 4 novembre, où le capitaine Briggs note sur le journal de bord 36 degrés latitude nord, 27 degrés longitude ouest, beau temps. Et c'est alors que se lève brusquement une violente tempête. Un grain terrible, un coup de tabac. Surpris, le pilote laisse échapper sa barre et la Mairie Céleste se couche brutalement sur le côté. Avec beaucoup de sang-froid, Hullock, qui est en fait le véritable commandant du navire, donne des ordres, prend la barre lui-même et redresse le bateau. Mais le drame s'est déjà produit. Dans la cabine du capitaine, le piano, lancé sur ses roulettes, est devenu un engin de mort. Il va et vient contre les parois. La malheureuse Madame Briggs a beau faire, elle ne peut l'éviter. Le piano fou l'écrase et repasse plusieurs fois sur son corps. Quand son mari la découvre, il devient comme fou. Il hurle. Il ordonne qu'on mette à mort l'homme de barre, qu'on le couse dans un sac et qu'on le jette à la mer. Hullock parvient à maîtriser le capitaine et s'enferme avec lui dans sa cabine. Quelques minutes plus tard, il revient sur le pont et annonce aux hommes que le capitaine a changé d'avis. Il gracie le marin et condamne à mort le piano. Alors, en pleine nuit et en pleine tempête, c'est une scène hallucinante. On amène le piano sur le pont, on lui crie des injures, on lui crache dessus, on lui donne des coups de pied, des coups de poing, et solennellement, Hullock le jette à la mer. Et quelques heures plus tard, c'est de nouveau le drame.
Le capitaine ne veut pas qu'on prenne le corps de sa femme pour l'immerger. Il crie comme un fou. Il ordonne qu'on aille dans la cale et qu'on sorte les caisses de bourbon. On va conserver son corps dans l'alcool. Encore une fois, Hulot intervient. Il maîtrise le capitaine et dans la nuit de la tempête, la malheureuse Madame Briggs va rejoindre son piano. Le lendemain 25 novembre, la tempête s'est calmée. Il fait beau de nouveau. Mais les événements ne sont pas terminés. Le capitaine est introuvable. Au bout d'une demi-journée, après l'avoir recherché partout, on doit bien se rendre à l'évidence, le capitaine Briggs n'est plus sur la Mary Céleste. Est-ce qu'il s'est suicidé de désespoir? Ou alors est-ce Hulot qui s'est débarrassé d'un homme qui devenait fou? Les matelots commencent à regarder leur second par en dessous et murmurent entre eux. Il lui a fait son affaire, c'est sûr. Alors Hulot prend une décision. Parce qu'il est réellement coupable ou simplement pour avoir la paix, il donne la permission à l'équipage de se servir librement dans la cale. Et comme dans la cale il y a plusieurs milliers de bouteilles de bourbon, la suite du voyage, on s'en doute, n'est plus qu'une saoulerie gigantesque. Le 29 novembre, la Mary Céleste arrive à Santa Maria des Açores. Hulot et son équipage, qui en ont plus qu'assez de cette traversée, décident de s'arrêter là. D'ailleurs, ils ne tiennent pas du tout à retourner en Europe et à répondre à des questions gênantes sur la mort du capitaine. Seuls les 4 marins du Dei Gracia, que le capitaine Mouroys avait prêté à la Mary Céleste, continuent le voyage. Et parmi eux, il y a Pemberton. Ce qu'ils veulent, c'est retrouver leur bateau à eux, le Dei Gracia, qui a seulement un jour d'avance et qui suit la même route. Et la rencontre a lieu le fameux 4 décembre 1873. Le capitaine Mouroys monte sur la Mary Céleste. Ces 4 hommes sont seuls à bord. Il lui raconte ce qui s'est passé et le supplie de les faire monter sur le Dei Gracia. Ils n'ont aucune envie d'être retrouvés sur un bateau abandonné par tout son équipage et dont le capitaine et sa femme sont morts. « Reprenez-nous, capitaine, il faut abandonner la Mary Céleste. Elle coulera bien toute seule. » Mais le capitaine Mouroys a une autre idée. Toucher la prime de sauvetage. Et c'est alors qu'il imagine cette histoire incroyable, mais que tout le monde a cru, du bateau abandonné brusquement par son équipage. Ainsi, ces hommes ne seront pas inquiétés, et lui touchera une partie de la cargaison. Voilà le récit qu'a fait Pemberton dans son pub enfumé. Keating en a tiré un livre, Le voilier Mary Céleste, révélation définitive sur le plus grand mystère de l'Atlantique, qui pendant près de 50 ans a constitué la vérité sur la Mary Céleste. Malheureusement, au début des années 1970, des enquêtes approfondies ont été faites et elles ont abouti à la conclusion que Lawrence Keating avait tout inventé. Tout était faux, à commencer par Pemberton lui-même. Ce marin trop beau pour être vrai, avec sa jambe de bois, son goût pour le whisky et sa façon gouailleuse, n'avait existé que dans l'imagination fertile du jeune journaliste. Aujourd'hui, on en est là, mais rien n'est réglé. Bien au contraire. Si le capitaine Mouroys a sans doute menti en parlant d'assiettes tièdes, de thé chaud et de draps humides, il n'en reste pas moins que l'équipage tout entier de la Mary Céleste a disparu pour une raison inconnue entre le 24 novembre et le 4 décembre 1872 en plein Atlantique. Et cela, c'est un mystère. Avec Pierre Bellemare, on ne sait jamais bien dans quoi on s'embarque, mais en tout cas, ici, il ne nous aura pas menés en bateau, ça reste donc un véritable mystère. Alors, bien sûr, si vous avez aimé, pensez à liker, à partager, c'est important, et abonnez-vous. Un grand merci d'avance, à très bientôt pour un nouveau rendez-vous lecture.